Je joue avec bonheur, avec exaltation, la scène m'enivre, je me sens éblouissante. Baise-moi, épouse-moi, bannis-moi. C'est moi le cocu, c'est moi qu'on engueule. Prends-moi, caresse, fume. Courage au désespoir. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Scène, le podcast qui dévoile les dessous du théâtre. Je m'appelle Alexandra Vépierre, je suis journaliste et un mardi sur 3, je reçois un ou une professionnelle du spectacle pour mieux comprendre ce milieu artistique. Aujourd'hui, je reçois Audrey Robert et Mathieu Tricot. Audrey est comédienne et autrice, elle a créé le collectif Les 8 Points avec 12 de ses camarades de promo. Mathieu est auteur et metteur en scène, il a créé plusieurs pièces au sein du collectif La Malle des Indes, puis a fondé la compagnie Atomic Trésor. Il est également drag queen au sein du groupe queer punk Tata Band. Audrey et Mathieu ont également participé à la création de la Fédération des Pirates du Spectacle Vivant en janvier 2020, et ils en sont aujourd'hui encore des membres actifs. Il s'agit d'un groupement de jeunes créateurs et créatrices qui développent un nouveau réseau d'entraide. Ils et elles réfléchissent à des alternatives et des solutions pour faire évoluer le fonctionnement du théâtre en France. Avec Audrey et Mathieu, on va se demander comment les jeunes artistes peuvent intégrer le milieu du théâtre français. Quelles difficultés doivent-ils affronter ? Comment le système pourrait évoluer pour leur laisser plus de place ? Et comment les artistes peuvent agir pour faire bouger les choses ? Bonjour ! Bonjour. Salut. Alors dans cet épisode, on va parler des institutions, du statut d'intermittent, etc. On va pas tout réexpliquer. Donc si vous voulez avoir plus d'informations sur le fonctionnement du théâtre français, je vous invite à écouter, voire même à réécouter, l'épisode 5 de la saison 1 qui s'appelle L'illusion économique. Dedans, j'y reçois Martial Poisson. Il est professeur et auteur, entre autres, du livre Économie du spectacle. Donc voilà, allez l'écouter, vous aurez davantage d'informations. Alors Audrey, Mathieu, pour commencer, j'aimerais mieux comprendre la situation aujourd'hui pour un ou une jeune artiste qui veut entrer dans le milieu du théâtre. Vous êtes tous les deux des jeunes créateurs-créatrices. Alors, à quelles difficultés vous avez été confrontés quand vous êtes sortis de l'école ? Je pense que quand on sort d'école, on ne sait rien ou presque rien, une vision très extérieure du monde professionnel dans lequel on entre. Donc il y a d'abord toute une institution à découvrir, un monde dont les codes sont parfois pas du tout explicites, où il y a énormément de copinage, énormément de réseaux à se constituer, et il y a beaucoup de choses comme ça qui sont pas évidentes du tout sur une espèce de cursus honorum idéal pour arriver, par exemple, en tant que metteur en scène, comme moi je suis plutôt metteur en scène, jusqu'à diriger des pièces dans un théâtre public en étant rémunéré pour le faire. Le parcours n'est pas clair, le parcours n'est pas du tout balisé, et quand bien même on réussit petit à petit à le comprendre, très souvent on se heurte à des institutions qui ne sont en réalité pas faites pour envisager leur suite, pour envisager l'arrivée d'une nouvelle vague, d'une émergence, ce genre de choses. Audrey, c'était comment de son côté ? Bah, écoute, moi, du coup, je suis plutôt du côté des comédiens, comédiennes. La situation aujourd'hui, elle est extrêmement compliquée étant donné qu'il y a énormément de demandes pour très peu d'offres, en règle générale, que ce soit pour faire du théâtre ou pour faire du cinéma, mais encore plus pour faire du théâtre. Qu'effectivement, c'est très compliqué de sortir d'école en se disant: «D'accord, donc maintenant qu'est-ce que je fais?» On nous dit pas forcément ce qui se passe après, on nous dit pas forcément comment s'en sortir, il y a vraiment ce truc effectivement de tout apprendre sur le tas au moment où on a besoin de déjà savoir les choses. On nous dit pas qu'on peut, créer une compagnie ou un collectif ou bien, se greffer à un collectif déjà existant ou bien, décider de faire sa carrière en solo et de passer des castings, ou d'être là que sur des projets ponctuels et jamais, s'ancrer dans un collectif. Et puis c'est très compliqué quoi, parce que même le jeu des castings, en règle générale, voilà, il y a énormément de demandes. Pareil pour les collectifs, en fait, créer un collectif, il y en a énormément, on est beaucoup. C'est très compliqué, en fait, d'avoir, un contact avec les institutions. C'est très compliqué d'avoir un contact ne serait-ce qu'avec, ses élus au département, ses élus à la région. Pour moi, je dirais que c'est ça les difficultés et de se rendre compte au moment où on fait les choses qu'il faut rétroplaner, en fait, que rien ne peut se faire dans les mois qui suivent. De prendre conscience qu'en fait, il va falloir commencer à faire des choses maintenant, qui aura un impact dans 6 mois, 1 an et voilà, je dirais que c'est ça, pour moi les plus grosses difficultés.
quand on sort d'école et qu'on a l'impression que le monde, s'est ouvert à nous et qu'en fait, va falloir ramer encore un peu, quoi. Et là, maintenant, déjà, ça fait combien de temps que vous êtes sortis de l'école? Et est-ce que vous avez la sensation de faire partie du milieu du théâtre français? Alors moi, du coup, je suis sortie, d'école en juin 2019. C'est extrêmement étrange parce que du coup, on avait très peu de temps d'existence avec mon collectif pour commencer à vivre de cette chose-là. Il y a eu 6 mois, quoi, en gros. On s'est créé en octobre 2019, donc il y a eu 6 mois avant le 1er confinement. C'est compliqué de se dire que, oui, c'est notre métier, surtout que là, en plus, il y a pas de concrétisation, quoi. Enfin, on a eu la chance d'être une équipe très, très, créative et bosseuse. Donc on a pu déjà jouer des pièces dans nos 6 mois d'existence hors, année chaotique, Covid. On essaye quand même de se dire: «Oui, si, c'est notre métier, on est comédien». Moi perso, là, j'ai un job alimentaire où je vends des trucs dans un grand magasin de streetwear à Paris. Voilà, sur le papier, en plus, je suis en CDI 35 heures, donc sur le papier, c'est mon métier, mais j'essaie de continuer de me dire: «Non, non, moi, je suis comédienne, c'est ça mon métier, c'est ce que je fais». Et oui, je fais partie, je pense qu'à partir du moment où on a créé notre, structure, on s'est dit que oui, on faisait partie du spectacle, vivant, qu'on en faisait partie, mais c'est pas évident. Elle est intéressante la question du job. Comment est-ce qu'on se situe par rapport au monde du spectacle vivant? Je sais que moi, aujourd'hui, j'ai le statut, d'intermittent, mais en même temps, je l'ai obtenu en faisant, des jobs de comédien qui se rapprochent plus d'une forme de marketing où, j'étais, dans des bars, à faire des personnages pour vendre des marques de jeans, les boissons, hein, pas les vêtements, à me lever à 5 heures du matin pour aller dans des aéroports pour augmenter le stop ratio des magasins duty free. Est-ce que c'est faire partie du monde du spectacle vivant que faire ces jobs? Ce qui est sûr, c'est que ça me donne le statut d'intermittent. Ça me permet derrière d'avoir du temps pour développer mes activités, pour travailler. Alors parfois dans des conditions un peu folles, mais la question de l'appartenance, moi j'ai l'impression que toute personne qui monte sur une scène, elle appartient au paysage de ce que c'est que le spectacle vivant. Après, de manière plus ou moins mainstream, de manière plus ou moins influente et de manière plus ou moins enthousiasmante. Là, moi aujourd'hui, je commence à avoir des activités qui sont rémunératrices et enthousiasmantes depuis très peu de temps et dans le spectacle vivant. Ça fait combien de temps, toi, que tu es, sorti de l'école? 2015, 2016? 2016. Donc là, tous les 2, vous faites partie de la Fédération des pirates du spectacle vivant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce que c'est et dans quel cadre ça a été créé? La fédération, des pirates du spectacle vivant, ça a été créé, en janvier, 2020 donc, au théâtre de l'Échangeur lors d'un sommet, pirate qui avait été, organisé, à l'époque par, la compagnie En Eau Trouble et qui a réuni énormément de monde. Pendant 5 jours, on était, plein de jeunes créateurs et créatrices et on a discuté de, notre, fatigue et de notre colère, par rapport à la manière dont ce monde du théâtre était, organisé, la manière dont il nous semblait que ça n'allait pas dans le bon sens, qu'on était en permanence mis en concurrence, alors même que tout ce monde du théâtre, se revendique, de gauche, voire d'extrême gauche et à lutter contre, les logiques de mise en concurrence. Les seuls modes de sélection sont des modes de concours et d'appel à projets. Tous ces paradoxes qui nous mettaient très en colère, au bout des 5 jours de discussion, de cette espèce de grand état des lieux, on s'est dit qu'il fallait qu'on continue en fait et que il y avait des solutions de mise en commun de ressources, des luttes à partager, des réflexions, de la formation à faire en autogestion et que pour ça, il fallait qu'on continue à discuter, qu'on continue à avancer, à construire. Et donc, on s'est fédérés et on a créé la Fédération des pirates du spectacle vivant, qui existe du coup maintenant depuis un peu plus d'un an, avec différents moments, des moments où on a été très 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 nombreux et avec énormément de chantiers en parallèle, des moments où on est tombé tragiquement en dessous de 10 personnes et puis on a remonté la pente et puis enfin voilà, donc c'est déjà une histoire très riche en un an. Et c'est essentiellement des jeunes artistes qui font partie de la fédération?
Du coup, oui, parce que, alors une fois de plus, il faut définir le terme, jeune créateur. Le fait est, en tout cas, que le premier sommet auquel, du coup, on a tous participé et qui a mené à la création de la fédération, l'intitulé, c'était «Sommet pirate des compagnies émergentes». Émergentes, parce que, voilà, on parle beaucoup de l'émergence, qui est un terme qui est énormément utilisé, et par l'institution et de manière, assez, diffusée, en fait, pour dire, diffuse, pardon, pour dire, la jeune création et en fait, on s'est rendu compte que ça n'avait pas forcément de sens parce que est-ce qu'une jeune compagnie est une jeune compagnie quand elle a des membres, qui ont moins de 30 ans? Ou est-ce que, une compagnie qui vient de se créer avec des gens qui étaient en amateur et qui ont commencé à 40 ans, est-ce que c'est une jeune compagnie? Enfin voilà. Donc les jeunes créateurs, c'est des termes à redéfinir. En tout cas, le de fait, là, effectivement, on a tous, moins de 40 ans. Là, on parle, nous, du coup, maintenant de l'immergence. C'est pas de l'émergence, c'est de l'immergence. C'est, Et même des immergés. voilà, les immergés. C'est celles qui sont encore la tête sous l'eau. Puisqu'il y a différents stades, différentes échelles, en fait, de possibilités de vivre vraiment du théâtre ou ne serait-ce que d'avoir la possibilité d'en faire. Dans une acception un peu globale, on va dire que oui, on est plutôt des jeunes artistes, des jeunes créateurs, et des immergés et non pas des émergents. Pour revenir sur ce que disait un peu Mathieu sur, ce qui dysfonctionne, selon vous, aujourd'hui dans le fonctionnement du théâtre français. Donc Mathieu, tu parlais de la concurrence. Est-ce que vous pouvez détailler un peu les points, sur lesquels vous travaillez? Il nous semble qu'il y a un gros point, un gros angle mort de l'institution en France sur justement cette idée des compagnies, immergées. On se retrouve avec des festivals qui, sont censés être des festivals de la création émergente, où les créateurs et créatrices qui sont sélectionnés ont déjà 5 lignes de coproduction dans des institutions publiques. Enfin, c'est du délire. C'est-à-dire que pour les immergés, il n'y a rien. Ensuite, il y a aussi tout un système qui marche beaucoup avec les écoles nationales, avec ce genre de choses. Mais on a l'impression qu'il y a très peu la volonté d'envoyer des espèces de têtes chercheuses ou d'assurer une forme de porosité entre l'institution et son angle mort. Ces gens qu'elle ne verra jamais, en fait. Donc, pour les immergés, il y a quelques petites choses qui sont faites. Il y a des festivals qui proposent une diffusion. Donc, il faut avoir construit l'intégralité de sa production avec des bouts de ficelle, en répétant chez mamie, si on a la chance que mamie est un grand salon, en chinant des costumes chez Guérissol et en ayant une idée de scénographie révolutionnaire qui s'inspire de Lars von Trier avec des scotch au sol pour symboliser l'espace. Et une fois qu'on a réussi à construire cette esthétique de la misère, on a peut-être la chance, si on a réussi à faire en sorte que ce soit extraordinairement bien et qu'on sait se vendre, à peut-être avoir une place dans qui les Floréal, qui le Duende, des lieux comme ça intermédiaires qui effectivement donnent leur chance réellement et font un vrai travail à ce niveau-là pour des compagnies qui sont plutôt immergées et qui sont pas encore sur les radars. Donc c'est là où on trouve qu'il y a quelque chose qui déconne et où on essaye d'alerter l'institution, de lui attirer le regard sur son angle mort et d'une certaine manière leur dire on est prêt à vous aider à nous aider. Si vous savez pas comment faire pour choisir des gens qui sont originaux, qui viennent de plein de backgrounds différents, nous on a plein d'idées en fait. Et donc on cherche des idées, on a des propositions de modes alternatifs d'attribution de subventions. Donc ça, c'est un gros chantier. Ensuite, on essaye aussi de se former les uns les autres à se libérer de l'institution, à faire des propositions artistiques où on n'a pas besoin d'attendre qu'on nous donne du fric ou un espace de répétition pour commencer à créer. Donc il y a vraiment ces deux chantiers. Comment on assure une meilleure répartition des moyens de production théâtrale et comment on réussit à s'en passer si on ne les a pas. Et si je peux me permettre, le constat qu'était en train d'établir, Mathieu par rapport aux immergés et la micro place qu'on a
les petits restes de miettes qu'on veut bien, nous passer, il en résulte, une mise en concurrence systématique des jeunes compagnies et des immergés. Parce que du coup, il nous reste, bah, des appels à projets et du coup tout le monde se pousse et se bat et essaye de faire en sorte d'être celui ou celle qui va ou en tout cas celles qui vont, rentrer, les premiers par la petite porte qui est proposée et c'est hyper problématique. Parce que du coup les gens qui sont en place le sont à travers, bah, on le sait, enfin voilà, c'est tout le monde le sait que c'est des métiers où, le réseau compte énormément. Mais là pour moi si ta question c'est qu'est-ce qui dysfonctionne? Dans le théâtre français, pour moi, il y a vraiment cette idée de mise en concurrence systématique des immergés, de copinage. C'est bête à dire, mais le capitalisme, enfin, il est partout. Donc en fait, il y a toujours cette question pécuniaire et financière, mais qui régit, je pense, globalement, les métiers artistiques, hein, à quelque niveau que ce soit. Mais où du coup, bah, nous, on se retrouve avec, un truc où l'argent va à ceux qui ramènent de l'argent. Enfin voilà, on investit de l'argent pour des gens qui vont faire des choses qui vont rapporter de l'argent et en fait, il y a très peu de place laissée aux nouveaux nouvelles qui aimeraient, en fait, pouvoir faire leurs preuves et du coup, bah, une fois que toutes les saisons sont bouclées et que, allez, il y a 4 collectifs immergés, qui sont sur la progrès de l'année, bon, bah, voilà, merci, merci, au revoir. Donc effectivement, comme Mathieu disait, on n'en reste pas à ce constat-là. Mais voilà, je voulais juste ajouter pour moi que le dysfonctionnement, il est au-delà de ça, c'est un truc systémique vraiment et nous, on essaye justement de sortir de ça et de dire, «Venez, on fait des trucs ensemble et on s'entraide et on n'a pas besoin de se tirer dans les pattes, en fait. Il y a assez de salles pour tout le monde. Maintenant, il faut voir comment on se répartit les salles et comment on les occupe». Et bah, justement, on va s'intéresser maintenant aux solutions. Qu'est-ce que vous proposez avec la Fédération des pirates comme alternative pour remédier à ces problèmes-là? Il y a plein d'idées. Il nous semble que dans les jurys d'attribution, dans les directions, dans les programmations de théâtre public, il manque des éléments qui seraient en dehors, en fait, de notre petit milieu fermé. Par exemple, on a réfléchi pour, des subventions qui, auraient pour volonté de toucher la jeune création, de mettre dans un tiers de la décision un collectif tiré au sort de gens qui soient des spectateurs enthousiastes, mais pas des professionnels du spectacle vivant, qui sont volontaires et on en tire au sort un certain nombre et ils vont prendre un tiers de la décision avec l'autre tiers qui sera pris par des artistes déjà programmés et un dernier tiers pour le personnel administratif. Donc ça permettrait un peu de répartir les pouvoirs et donc aussi de répartir les regards sur ce qui devrait être programmé. Ça, c'est une idée. Une autre idée, quelque chose qu'on aimerait beaucoup voir mis en place dans toutes les institutions et dans tous les théâtres, on aimerait la création d'un poste. C'est une personne qu'on appelle Bobby. Voilà, on lui a donné un nom de poste. Bobby, c'est la personne qui répond aux mails. Parce qu'en fait, on n'en peut plus qu'on ne réponde pas à nos mails, même quand on prend 5 heures pour faire une grande déclaration d'amour à telle personne qui dirige un théâtre qu'on aime sincèrement, ou quand on essaye simplement d'essayer de comprendre comment le service culturel de telle ou telle institution fonctionne et est-ce qu'on a la moindre chance d'obtenir telle ou telle subvention, parce qu'on est à peu près au courant et à peu près conscient qu'il y a des subventions auxquelles tout le monde ne peut pas avoir accès. Donc voilà, on aimerait bien qu'il y ait une personne dont le rôle soit de nous informer, de regarder qui nous sommes, de regarder où on en est, et de nous dire, bon ben en fait là, avec ce que vous avez fait, vous adressez pas à nous, vous n'êtes pas prêts. Par contre, vous avez telle institution qui est prête à vous accueillir et qui pour le coup est vraiment exactement pour votre cœur de problématique. Et je pense que en plus, s'il y avait un Bobby dans chaque institution, les institutions se rendraient compte des trous dans l'échelle, se rendraient compte des barreaux manquants, parce qu'ils verraient bien que pour telle ou telle compagnie qui a tel profil, il n'y a rien. Et à partir de ce moment-là, il y aurait une personne qui est consciente dans l'institution qu'il n'y a rien pour tel niveau de l'échelle. Ça peut tout changer. Et on parlait aussi sur la question des aides, par exemple, quand on disait que les immergés, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'il existe des aides à la création, des aides, à la diffusion et même, des aides de gestion de compagnie où en fait, il y a carrément des départements qui proposent de prendre en charge
les frais de création d'un compte bancaire, la première année d'assurance, et cetera, et cetera. Le problème étant qu'on demande voilà, les conditions d'accessibilité à ces aides demandent la plupart du temps, par exemple, de pouvoir justifier d'une rémunération de ces comédiens et au tarif du coup qui est le tarif légal de rémunération des comédiens pour les répétitions ou pour, représentation. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui est impossible quand on est immergé. À moins d'avoir du réseau, à moins d'avoir la possibilité en tant que personne d'avoir mis 10 000 € de côté pour se lancer dans quelque chose. C'est impossible. Donc en fait, il y a des choses qui sont mises en place. Le problème, c'est que ça s'adresse à certains niveaux de l'échelle, mais il y a une énorme part du reste de l'échelle, en fait, qui ne peut même pas rêver d'accéder à ces subventions-là. Et une fois de plus, c'est des choses qui sont justifiées par l'idée de sécuriser l'emploi des comédiens et donc d'éviter le travail au black ou d'éviter le travail bénévole. Mais en même temps, on voit bien que c'est des gens qui sont pas du tout au fait de ce que c'est que la réalité d'un jeune artiste de spectacle vivant aujourd'hui. On essaye d'établir des choses, en fait, et de mener des projets qui permettent à la fois de rendre compte de la réalité du terrain, mais pas que en disant: «Voilà, nous, c'est compliqué». C'est de dire: «Nous, on peut mettre en place 1000 trucs. Maintenant, on a besoin que vous vous rendiez compte qu'on peut tout faire, mais si vous nous aidez pas et si vous nous tendez pas la main, on n'arrivera à rien». Et voilà, on n'est pas en train de dire: «Bouh, les institutions, les méchants, on est les laissés pour compte», on dit juste: «On comprend que vous comprenez pas, mais juste, ouvrez les yeux, regardez-nous 2 secondes. Nous, on vous dit où on en est et on attend juste que vous puissiez travailler avec nous, pour nous, quoi». Après, je me permets aussi de rebondir sur ce que vous dites, mais un autre souci, que j'ai pu noter, c'est, le statut, d'intermittent, où finalement, les jeunes artistes, c'est hyper compliqué, d'accéder à ce statut. Or, c'est sans ça, c'est un peu compliqué d'avoir, enfin, d'être rémunéré, normalement, quoi. Bah, totalement. Moi, par exemple, je me suis rendu compte là que même avec les cachets que j'avais faits, donc déjà, évidemment que je pouvais pas atteindre l'intermittence parce que comme j'ai dit, je suis sortie d'école en juin 2019. Donc avec un confinement, février 2020, c'était pas possible. Et en fait, après, je me suis rendu compte qu'en plus, ça marchait même pas pour le régime général et qu'en fait, je ne pouvais rien toucher. Donc en fait, tant qu'on n'est pas intermittent, qu'on n'a pas fait ces 507 heures par, la grâce de Dieu ou, en enfilant un costume de clown pour faire, le divertissement, chez messieurs, mesdames le samedi soir, en fait, on n'a même pas de statut, on n'a même pas de sécurité, quoi. Il y a zéro sécurité. On est sur des projets en plus qui ne peuvent pas nous rémunérer. C'est-à-dire que la plupart du temps, on est dans un truc où tu fais un projet, le metteur en scène, si vraiment il arrive à se saigner les 4 veines, va donner les sous pour payer tes cachets, pour que tu puisses déclarer des cachets, mais ne peut pas en plus te payer ton salaire. Donc c'est-à-dire qu'il paye aux caisses d'allocation pour que tu aies un cachet validé, mais il y a pas d'argent qui rentre dans ta poche. Et ton cachet, tant qu'il y en a pas l'équivalent de 507 heures dans l'année, qui s'écoule, il ne vaut rien. Et donc en fait, tu continues de travailler, on dépense de l'argent sur ton travail et il y a extrêmement peu de chances que quoi que ce soit te revienne et il y a aucune sécurité. Donc là, vous nous avez présenté des propositions auxquelles vous avez réfléchi avec la fédération, mais est-ce que vous avez été en contact avec des institutions? Est-ce que vous avez commencé à relayer vos idées? On est en train d'organiser un prochain sommet pour faire un peu écho au premier sommet qui nous a lancés, qui devrait, si Covid veut, s'organiser d'ici, la fin du printemps, début d'été, a priori en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, on est en discussion avec, une toute nouvelle maison d'édition, qui s'appelle Koimos, pour, publier une espèce de d'abécédaire de nos notions, pirates, de toutes les formules, tous les éléments, qu'on a mis en place et voilà, l'idée, ce serait de faire paraître cet abécédaire au moment du prochain sommet. On peut pas tellement en dire plus, pour le moment, parce que c'est en cours d'organisation, en fait. Parce que c'est top secret, on a signé une clause de confidentialité et c'est un contrat, avec plusieurs zéros. Tu raison Audrey, il faut qu'on essaye de paraître un peu plus cool. Non, mais j'adorerais, j'adorerais. Donc il y a ça effectivement, il y a le prochain sommet. Je pense qu'on peut dire juste en tout cas qu'il est à destination des en tout cas à destination à la fois des immergés et des institutions. On rêve de pouvoir faire, cohabiter les 2 et ouvrir des espaces de discussion. Et il y a le projet Pavillon Noir aussi, qui est en train de voir le jour, qui est en gestation depuis, juillet dernier, qui est en fait, la proposition d'un nouveau système de répartition et d'utilisation des salles de spectacle sur le territoire français, des salles de spectacle qu'on dit gelées. Tu sais, c'est toutes ces petites salles de province, petites ou grandes salles d'ailleurs de province,
qui accueille, 3 spectacles à l'année et la plupart du temps des étapes de tournée nationale de grands artistes et qui tout au long de l'année, servent, de salle de spectacle ou de salle des fêtes ou et qui sont très peu utilisées par les jeunes créateurs et donc là, l'idée, c'est d'aller voir les salles, d'essayer de sonder un peu ces salles qu'on appelle gelées pour savoir un peu, la réalité en fait de leur existence et de pourquoi en fait on peut pas, être en résidence, pourquoi la place n'est pas ouverte, aux immergés en fait, de pouvoir, être en résidence, faire des créations, jouer et même juste occupé par des artistes à l'année en fait de manière, globale, dans l'espoir que ça va, faciliter et en fait créer des conditions de création possibles et du coup de réveiller un peu les institutions aussi en disant: «Vous voyez, les salles elles sont là». Parce qu'on nous dit souvent: «Il y a pas de place», mais c'est faux. Il y a des places. Elles sont là, on les voit. Les salles elles sont là, elles sont chauffées, il y a de l'eau, enfin voilà, on paye des loyers pour et pourtant il y a personne dedans et là du coup nous notre, démarche c'est de faire le pas pour juste toquer à la porte et dire, «On comprend que ce soit pas possible maintenant, on a besoin de comprendre pourquoi et essayons ensemble de trouver des solutions pour, que nous, on puisse, habiter en tout cas vivre dans ces endroits, faire vivre ces endroits, tu vois? En partenariat avec les équipes sur place et faire en sorte de remettre un peu de la vie et de voilà quoi, de créer des possibilités et une accessibilité, pour la jeune création». Mais du coup, juste, pour rebondir, un tout petit peu Alexandra, sur, ta question, sur, nos discussions avec l'institution. Évidemment, Stéphane Braunschweig, si tu nous écoutes et que tu as envie de venir au prochain sommet ou même simplement de proposer, aux pirates de venir te faire une séance de consulting, sur ton rapport à la jeune création, on est évidemment ravis et enfin voilà, on est des gens serviables, on t'aidera avec plaisir. On invite Roselyne Bachelot aussi, Ah ouais, chaleureusement Roselyne, c'est à clair. venir, boire le thé avec nous. Mais vous avez de la chance parce que justement, Roselyne Bachelot écoute hors scène à chaque sortie d'épisode, évidemment. Mais c'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on est là. D'ailleurs, je vais me permettre une digression totale, mais pourquoi vous avez choisi de vous appeler les pirates? Alors, au départ, le spectacle, de la compagnie, En eau trouble, autour duquel a eu lieu le premier sommet, était un spectacle qui traitait de pirates. Ensuite, on trouvait que les pirates, c'était quand même très rigolo, quoi. C'est des gens qui combattent pour, la liberté, contre le capitalisme crasse de la Compagnie des Indes, pour, leur droit à vivre, libre et heureux, on a choisi le mot pirate et le nom pirate parce qu'ils sont très libres, les pirates. Je pense que ouais, il y a ça et puis, moi j'adore, cette idée d'imaginaire commun en fait et penser que de la même manière que la figure de la sorcière est une sorte de figure symbolique du féminisme, que, la figure du pirate, aussi romancée et mythifiée et tout ce qu'on veut, puisse être aussi, un symbole de oui, effectivement comme Mathieu disait, de l'anticapitalisme et d'une forme d'anarchisme, sans être teinté, péjorativement, mais juste de dire, «Il n'y a pas de chef». Il y a un capitaine de bateau, il faut bien, quelqu'un qui donne les ordres et qui sait à peu près, qui envoyer à quel poste pour que la barque ne coule pas, mais il y a pas de chef. En tout cas, je pense qu'on les a beaucoup romancés et on en a fait des monstres parce qu'ils étaient contre le système et ils prônaient tout ce qui allait à l'encontre de l'impérialisme, et de la monarchie, de droit divin et de ces choses-là et du coup, ça fait peur. Pour revenir un peu, à l'actualité, donc avec, notre ami, le covid, toujours. Est-ce que vous avez, pu constater là donc depuis l'année dernière où vous avez créé, la fédération, est-ce que vous avez vu qu'il y avait, d'autres manquements, d'autres choses, à modifier un peu dans le système, qui vous ont, un peu, sauté, à la figure là avec cette année là qui vient de se dérouler? Il y a le point sur l'intermittence, dont on parlait. Il y a eu l'année blanche pour tous les intermittents qui avaient, déjà leurs 507 heures et où il y a eu, rien du tout pour, tous les autres. Au-delà de ça, en fait, on entre dans une économie de crise où, les institutions essayent de sauver les compagnies qui étaient déjà établies, ce qui est pas facile, mais du coup, en fait, les immergés, on n'était déjà pas tellement la priorité. Là, en fait, c'est juste, revenez dans 3 ans, quoi. Enfin, il y a un truc où, on a juste l'impression qu'il faut qu'on mette tous nos projets en pause jusqu'à la fin de la crise sanitaire
et que là peut-être on pourra éventuellement essayer de retoquer aux portes, mais enfin c'est très 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 violent. Il y a des gens des gens de la fédération qui appellent des lieux pour parler de leur spectacle, chercher à être diffusés, et ils se font envoyer balader avec beaucoup de violence en disant mais enfin vous êtes fous de nous appeler, enfin c'est pas le moment, c'est pas le problème, c'est pas le souci du moment. Sauf qu'en fait, nous, nous, ça reste notre problème de savoir comment est-ce qu'on va faire que nos créations existent et qu'elles soient belles, qu'elles aient les moyens de leur ambition et qu'elles soient vues par des spectateurs. Et à titre personnel, j'ai l'impression que, je sais pas s'il y a plus de manquements. J'ai l'impression pour moi que c'est une sorte de suite logique du constat qui a été établi l'année dernière et de ce dont on se parle tous et toutes chez les pirates depuis, un peu plus d'un an. Le constat est d'autant plus alarmant, en tout cas, de se dire effectivement, donc en plus on n'est pas nécessaire quoi, on n'est pas essentiel et personne ne lâche une larme pour, tous les gens qui sont en train de crever la dalle parce que ou qui peuvent plus vivre de leur métier et après effectivement, en plus de ça, on a, le copinage, la logique de copinage et de ce que je disais, de l'argent va à l'argent et du coup, il y a de l'argent qui a été investi, énormément d'argent qui a été investi dans certains spectacles et on sait qu'ils vont rapporter de l'argent. Donc c'est eux qu'il faut qu'on mette en premier. Sauf que tu fais ça sur une saison et demie, 2 saisons et beh, la place aux immergés, ouais, enfin, comme Mathieu disait, quoi. Ils sont juste là en mode: «Les gars, déjà, on essaie de replacer nos stars qui, eux, vont nous refaire partir et puis vous, on n'a pas le temps, quoi. Voilà, allez vendre des trucs chez McDo en attendant et puis on verra», tu vois? Là, le constat est un peu pire que l'année dernière, juste dans la mesure où on peut même plus jouer. Enfin, je veux dire, c'est notre, activité n'existe même plus. Mais de là à faire quelque chose contre, à part, ce qu'on essaie de faire avec nos abordages, et essayer de continuer de créer et de trouver des formes, covid friendly pour remettre, du spectacle vivant, dans le quotidien et dans les rues. Qu'est-ce que c'est exactement vos abordages? Les abordages, c'est un peu une réponse à l'absence totale de réponse. On a l'impression qu'il y a une espèce de gros impensé autour du spectacle vivant et autour du cinéma, hein, en tant que lieu. Et en fait, au moment où ils ont, à la fin du deuxième confinement, réouvert les centres commerciaux en laissant les théâtres et les cinémas fermés, on était tellement en colère, tellement furieux et dans une espèce d'incompréhension, quoi. Enfin, c'était tellement une espèce de marque d'une société qui a choisi son camp, en fait, d'un gouvernement qui a choisi ses priorités, qu'on s'est dit qu'on pouvait pas ne pas faire de théâtre, en fait, et qu'il fallait trouver une manière d'être dans une temporalité de l'instantané, en fait. D'habitude, voilà, on fait des spectacles sur 1 an, 2 ans. Là, on avait besoin de faire une théâtralité commando. Donc ce qu'on fait, c'est que régulièrement, là on en a déjà fait 2, il y a un ou une membre de la fédération qui pense un projet de mise en scène qui est très rapide à exécuter. On se retrouve où on peut, parfois dans un squat, parfois chez les uns ou chez les autres, 24 heures avant le moment de la représentation qui a été choisie. En 24 heures, on monte une forme d'une dizaine de minutes et on va la faire dans l'espace public. Donc la dernière, c'est moi qui l'ai mis en scène. C'était une espèce de comédie musicale punk basée sur la chanson traditionnelle Le Pont du Nord, qu'on appelle aussi parfois le Pont de Nantes. Donc on a fait ça sur un pont, sur une passerelle du canal Saint-Martin et on a fait un espèce de sacrifice rituel en se jetant dans les eaux glacées du canal Saint-Martin en février en hurlant de la chanson traditionnelle avec des grosses guitares et des percus artisanales. On a bien rigolé. Il n'y avait pas beaucoup de monde parce qu'il pleuvait et qu'il faisait franchement froid et voilà. Mais en fait, c'est juste le besoin qu'il se passe quelque chose, que quelque chose advienne en fait dans cette période où il ne se passe rien et où Roselyne a l'air d'être décidée à ce qu'il ne se passe rien. Bon, alors pour finir sur une note plus positive, est-ce que vous auriez une œuvre théâtrale qui vous a marqué récemment à nous conseiller? Elle est quand même hyper drôle cette question en ce moment. Je sais, ouais. Moi, j'aurais tendance à dire
que nos abordages sont tous extrêmement marquants et qu'il faut essayer de venir les voir. Mais au-delà de ça, pour parler de gens immergés, moi j'ai un gros attachement aux scènes cabarétiques. Il y a un cabaret littéraire à Paris qui s'est adapté en podcast pour toute la période de crise sanitaire. Voilà, habituellement ils sont dans des bars. Et le format cabaret littéraire est quand même bien adapté pour se transformer en podcast. Donc ça s'appelle Mange tes mots. Moi, mes préférés dans Mange tes mots, c'est les poétesses qui sont complètement ouf. La maîtresse de cérémonie est géniale. Là, il y a des très très belles choses qui se passent et pour le coup, on est complètement dans une esthétique immergée. Il y a un foisonnement et il y a des œuvres qu'on voit émerger qui sont sidérantes en fait. Parce que c'est juste des paroles qu'on n'entend pas, c'est juste des formes qu'on n'entend pas. Je pense à une poétesse qui s'appelle SNG, qui est une régulière de Mange tes mots, et qui a un espèce de flow complètement noyant. On se noie dans sa poésie, et enfin voilà, Mange tes mots. Et pour toi, Audrey ? Pour moi, c'est pas des immergés, c'est des émergents. Pardon, désolée. Qui sont aussi en grande partie des copains, copines. Donc il y a le Théâtre du Roi de Cœur, le Troc et le collectif Chant Libre, qui sont 2 collectifs à part, hein, mais qui ont fait en sorte de continuer de faire un peu rêver les gens et eux de continuer de jouer, de mettre des choses en scène via des appels. Donc le Troc a notamment fait tout un tas de choses mises en place pour pouvoir passer des appels à des enfants et leur jouer des pièces au téléphone, qui est une initiative que j'avais trouvée super cool et Chant Libre du coup qui eux organisent des soirées de la lecture. Un truc hyper chiadé où les gars pendant des heures et des heures, on pouvait prendre un créneau et en fait les appeler et avoir un morceau de mise en scène avec eux, à distance et c'est des initiatives qui, certes n'étant pas totalement satisfaisantes, je trouve, servent de bons placebos et pour moi, elles montrent toujours qu'il y a encore des choses à faire et qu'on peut continuer de faire rêver les gens et qu'il faut pas s'arrêter quoi. Il faut faire avec ce qu'on a mais il faut pas s'arrêter de créer. Et comment on assiste à vos abordages ? Comment on sait où c'est et quand ? Ah ah ah! Alors, on va travailler là-dessus. Pour l'instant, si on veut entrer en communication avec la Fédération des pirates du spectacle vivant, vous pouvez écrire à Port de Nassau, portdenassau@gmail.com et devenir à votre tour pirate. Et ensuite, soyez attentifs sur nos réseaux. Nous allons bientôt exister sur Facebook et sur Instagram. C'est une question de jours. Voilà et vous pouvez en attendant envoyer un petit mail en disant, «Yo, j'ai écouté, le podcast, d'Alexandra, c'était trop bien et je veux trop venir vous voir» et puis là on trouvera, des codes, on fera des signaux de fumée dans le ciel parisien, pour vous signaler, notre position. Voilà, on est des pirates, on n'est pas hyper fort en communication, on n'a pas fait d'école de commerce, on n'a pas d'attaché presse, voilà. Pour venir voir nos abordages, il faut un peu de déter. C'est l'étoile du Nord qu'il faut suivre. Ça marche, merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi, Alexandra. Merci beaucoup à Audrey et Mathieu de nous avoir partagé leur expérience. Et merci à vous d'avoir écouté le 2e épisode de l'acte 2 de Hors Scène. Si vous aussi vous souhaitez partager vos expériences théâtrales, retrouvez-nous sur Facebook et Instagram. Laetitia y publie plein de belles choses et elle répond à tous vos messages avec grand plaisir. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et laissez-nous plein d'étoiles. Et si vous connaissez Roselyne Bachelot, ou des membres du gouvernement, ou même des membres des institutions, envoyez-leur cet épisode, car il y a pas mal d'idées qui pourraient les intéresser. Ce podcast est réalisé en collaboration avec la badass Laetitia Leroy, qui s'occupe de nos réseaux sociaux. Merci à elle. Le générique de cet épisode a été créé par Thomas Rodriguez. Merci à lui. Et nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. Allez, à bientôt!